antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'apéro ciné. Un apéro ciné cocorico, un apéro ciné français, puisqu'on va parler d'un des grands metteurs en scène de ces 50 dernières années, une personne capitale pour le cinéma français, Monsieur Claude Sauter. On va essayer de lui donner un peu de lumière ce soir. Et pour m'accompagner sur ce sujet magnifique, j'ai l'immense honneur de recevoir Pierre-X Garnier avec moi. Salut Pierre, comment vas-tu ? Salut, l'immense honneur, je sais pas, mais en tout cas, je suis très heureux de parler de ce metteur en scène qui est un de mes metteurs en scène totem, dont on en reparlera, mais je regarde très régulièrement les films, et notamment l'un d'entre eux qui est Les choses de la vie quasiment tous les mois. Alors pour ceux qui te connaissent pas, en préambule peut-être un petit instant en promotion, on rappelle que tu es quand même le réalisateur d'un film actuellement diffusé. Au moment en tout cas où on enregistre cette émission, c'était Terence Lewis Indian Man. Peut-être que tu veux nous parler un peu de ton film et un peu des projections qui sont en cours ou à venir. Alors oui, moi j'ai 26 ans, je dis que je suis avant tout cinéphile. Au-delà de ma passion pour le foot, je suis un grand passionné de cinéma, amoureux du cinéma, des acteurs et des actrices. Je suis un très très jeune réalisateur. J'ai réalisé un premier long métrage documentaire, donc comme tu le disais, Terence Lewis Indian Man, un documentaire sur une star de la danse en Inde, un chorégraphe et danseur superstar de Bollywood, dont d'ailleurs j'ai projeté le film il y a une semaine à Mumbai. C'était merveilleux. Et dont il reste encore 2 projections, donc une à Rennes le 19 avril au cinéma Arvor et une seconde à Paris le 26 avril. À côté, je suis également producteur. J'ai ouvert ma société il y a quelques mois maintenant qui s'appelle 7 Films. Je joue un petit peu aussi parce que ça m'amuse. Et enfin, j'ai créé un festival qui s'appelle 7e Lune, qui est un festival de long, de court, de moyen métrage qui a la particularité de mettre en lumière les jeunes réalisateurs de moins de 30 ans, donc du monde entier. Ce festival qui était originellement organisé à Rennes a atterri à Paris et se déroulera du 23 au 26 juin pour sa 9e édition à Montreuil, donc à côté de Paris, au cinéma Le Méliès. Voilà. Il y a déjà une question qui est posée dans le chat pour savoir pourquoi le chiffre 7. Peut-être qu'il y a une explication que tu peux nous révéler en exclu pour l'apéro ciné. Non, c'est vrai que le festival, on l'a créé il y a à peu près 10 ans. J'avais 17-18 ans. On était avec une bande de copains. On aimait le cinéma, donc le 7e art. Puis on s'interrogeait également sur un peu le côté onirique de la Lune, décrocher la Lune, attraper la Lune. C'est un peu le rêve. Et à côté de ça, on s'est dit on est à peu près 7 milliards sur cette planète, c'est cohérent avec le 7e art, donc 7e lune. C'est toujours des explications un petit peu bateau, mais c'est venu comme ça, puis au final, je trouve que c'est un beau nom et qu'on retient, donc voilà, tout simplement. Quelque chose qui marque un très beau chiffre, le 7, et puis un CV déjà monstrueux à 26 ans. Que d'accomplissements. C'est vrai, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de jeunes, et je l'ai vu notamment à travers le festival depuis 9 ans, puis également à travers Twitter, où on se connaît un peu tous dans le réseau des twittos ciné, et il y a beaucoup de jeunes qui font plein de belles choses, toi le premier d'ailleurs, et tout ce type d'initiatives qui peuvent mettre en lumière un petit peu le cinéma, ou le cinéma de patrimoine, ou l'histoire du cinéma, je trouve ça formidable. Donc félicitations à toi aussi. Merci beaucoup. Il y a Aurélien qui te demande dans le chat comment t'es venu l'idée de devenir réalisateur. Ah, c'est un long processus parce que moi j'ai un petit peu du mal, j'ai un petit peu du mal avec l'idée de se dire du jour au lendemain, c'est pas vraiment un métier réalisateur. Enfin, ça en devient un, mais c'est un peu quelque chose qui apparaît en nous et qui devient une nécessité. C'est-à-dire que
certains démarrent très jeunes avec leur petit caméscope et c'est leur manière à eux de s'exprimer. Ça veut dire que le médium cinéma leur apparaît très vite comme naturel, voire intrinsèque à eux. Et moi, c'était pas mon cas. Le moyen de m'exprimer, c'était plutôt le foot à la base. Et c'est vrai que l'envie de réaliser et de dire des choses, ça vient un petit peu par hasard. Moi, j'étais plutôt fait, je pensais plutôt être fait pour être producteur. J'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, en me disant que je pourrais allier ma passion pour le cinéma et mon métier, donc en devenant producteur. Et finalement, ma rencontre par hasard avec ce fameux Indien Terence Lewis et mon envie de faire un documentaire sur lui a révélé plein de choses en moi. Une envie d'écrire, une envie de mettre en scène, une envie de dire des choses. Et finalement, en tout cas aujourd'hui, je suis convaincu que le médium cinéma est pour moi la meilleure manière de m'exprimer et en tout cas de dire des choses qu'on a du mal à dire dans la vie réelle de tous les jours. C'est une très belle justification. Peut-être pour approfondir un peu cette découverte de ta cinéphilie, de ce qui t'a motivé à devenir réalisateur et de ton amour pour le cinéma, je te propose, si tu le veux bien, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et qu'on parle de Claude Sautet, qu'on passe au questionnaire de Proust, peut-être pour te présenter un peu plus en détail, si tu es d'accord ? Bien sûr, on y va. Et du coup, la première question, je voudrais savoir quelle est ton entrée en cinéphilie ? Mon entrée en cinéphilie, elle est comme pour beaucoup de petits Rennais, je pense partout en France. J'ai commencé à voir des films, et je le répète souvent d'ailleurs aux anciens propriétaires du cinéma Arvor et du TNB à Rennes, avec le fameux école au cinéma, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'était ce mouvement qui est venu du ministère de la Culture et qui offrait des places en fait aux écoles pour que ces écoles-là puissent nous amener au cinéma et notamment voir des films de patrimoine. Moi, je me souviens avoir vu tout petit, Chantons sous la pluie. J'ai vu aussi un Buster Keaton et un Chaplin. J'ai vu aussi un film d'Emir Kusturica, dont Un chat noir, chat blanc. Enfin, il y a eu pas mal de films comme ça qui ont fait naître déjà en moi et mes potes un attrait pour le cinéma. Puis ensuite, on va voir les films en salle. Et puis, quand on grandit un peu, on arrive au collège. Et moi, je suis tombé amoureux du cinéma par les classiques, par Ridley Scott, par Scorsese, par Tarantino, Coppola. Et c'est pour ça que j'aurai à jamais une énorme estime, moi, pour ces réalisateurs, ces grands réalisateurs qui sont même devenus des réalisateurs populaires, parfois un peu méprisés aujourd'hui. Et je trouve ça très dommage, et moi, je me force à les défendre. Parce que ce sont des réalisateurs, Coppola, Scorsese, Spielberg, etc., qui sont moteurs et en tout cas créateurs même de cinéphilie. Et c'est des réalisateurs formidables, quoi. C'est la puissance, que des petits, quand t'es jeune, tu vois un film de Spielberg, t'as envie de voir 25 films après. Et ça, c'est une qualité incroyable. Donc ça, c'est vraiment des réalisateurs super importants. Puis après, la cinéphilie, elle évolue. On approfondit un petit peu. Moi, je suis arrivé sur Paris il y a 7 ans. J'avais vu les Scorsese, les Coppola, les De Palma et compagnie. Puis on arrive à la Filmothèque au Christine 21. On se retrouve à découvrir les réalisateurs italiens que je connaissais pas, les Visconti, Rossellini, Fellini. On voit tous ces grands classiques et là, on est bouleversé. Ensuite, on découvre les réalisateurs asiatiques. Alors là, il y a une tonne. Moi, je me souviens d'avoir commencé il y a 6 ans par la rétro Ozu et Mizoguchi, mais j'étais complètement comme un dingue, je redécouvrais le cinéma. Puis après, on approfondit, il y a des rétrospectives de Bergman, Tarkovsky. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes qui nous amènent à apprécier des films un peu plus complexes. Et pour arriver à apprécier un Bergman, moi je trouve ça super qu'on commence par découvrir les Scorsese, Tarantino, etc. Donc moi, ma cinéphilie, elle a suivi un peu cette linéarité-là. Mais c'est un joli parcours qui t'a emmené dans des beaux sommets, j'ai envie de dire. C'est un beau parcours, peut-être je vais t'emmener dans quelque chose qui va peut-être te faire plus d'ennemis que sur cette première question, puisque je vais te demander quel est ton classique ennuyeux. Je me suis déjà fait taper sur les doigts sur Twitter par rapport à ça, et moi je reconnais l'immense talent et j'ai un immense respect pour lui, et moi c'est Hitchcock.
dont les films, je dirais pas m'ennuient, mais en tout cas me stimulent pas autant que les autres. J'ai du mal à le comprendre parce que j'en ai vu quand même maintenant, je pense, une dizaine. Mais je pense à Un Sueur froide ou Fenêtre sur cour, même Psychose. Je trouve, je reconnais le talent de ces films, mais Hitchcock, c'est un peu le réalisateur qui m'ennuie et je sais pas l'expliquer. Peut-être que quand je reverrai les films un peu plus tard, oui, je vois qu'il faut commencer par ses premiers films. C'est vrai qu'après, j'en ai vu, je pense, 8 ou 9, peut-être 10. Donc j'ai pas tout vu. Mais voilà, effectivement, Hitchcock, c'est un réal dont je suis très triste de ne pas être stimulé. C'est un metteur en scène peut-être sur laquelle la rencontre n'a pas encore été faite. C'est ça. C'est ça qui est trop cool avec le cinéma aussi, je pense, c'est qu'on peut voir des films à un certain âge qu'on appréciera plus ou moins à un autre. Et c'est vrai que les films aussi, c'est des rencontres avec les films, quoi. Il y a des moments où c'est dans un état de ta vie où tu ressens plus ou moins certains styles de cinéaste et au final, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on peut voir un film qui nous a pas plu à nos âges, là, à la vingtaine, et quand on les verra à 40, 50 ans peut-être, qui nous bouleverseront. Donc, Voilà, peut-être. C'est pas un ennui définitif en tout cas. totalement, et j'en suis triste. Hein. Je voulais savoir, mon cher Pierre, quel est ton grand film incompris? Un grand film incompris. Je ne saurais pas te dire, j'aurais dû préparer cette petite liste. Mais il y a beaucoup de grands films qui ne m'ont pas forcément plus stimulé que ça. Ah oui, j'en ai un par exemple. J'en ai un grand exemple. Encore, je vais me faire taper sur les doigts. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un réalisateur important, Tarantino. Et pourtant, et encore une fois, je pense qu'il faudrait que je le revoie, même si je l'ai vu 2 ou 3 fois, un peu plus jeune. Je trouve que Pulp Fiction est un film super surcoté. Enfin, selon moi, encore une fois, super surcoté vis-à-vis de l'écho qu'il a eu dans la cinéphilie ou même chez les personnes qui n'étaient pas tant cinéphiles que ça. C'est un film qui fait un peu l'unanimité. Je trouve que c'est un film évidemment intéressant sur plein d'aspects, mais je lui accorde pas l'immense grandeur et l'aura qu'il a encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, Tarantino, je trouve que c'est un réal extrêmement intéressant, dont j'ai énormément aimé d'ailleurs le dernier film Once Upon a Time in Hollywood. Je trouve que c'est un de ses meilleurs, avec Jackie Brown. Et le reste de ses films, c'est des films que j'accroche pas tant que ça. Et je trouve que Pulp Fiction, ça reste un des très grands films. Je pense que c'est un des films qui ressort le plus quand on dit, quand on pose la question quel est le film qui a fait naître en vous une cinéphilie, etc. Je pense que beaucoup sortent Pulp Fiction et ça reste un des grands films moi, qui ne m'a pas plus que ça touché. Bah, je serais d'ailleurs dans cette liste de ceux pour qui Pulp Fiction a eu un rôle déterminant au début. À l'adolescence, comme si tu me permets, je fais bon, mais à culpa, mais un autre film aussi qui est très ciblé là-dessus pour avoir créé des cinéphilies, mais sur lequel presque il faut éviter de le dire, c'est comme Fight Club. Pour moi, ça reste 2 films que j'adore personnellement, que je défends quasiment bec et ongle, mais qui ont surtout beaucoup compté au début d'une cinéphilie. Et qui me porte toujours, mais d'une manière différente. Et je me demande si c'est peut-être pas pour ça. C'est peut-être pas pour ça qu'il a encore cette aura, en tout cas à notre génération, Pulp Fiction, pour son côté lucarne sur le cinéma de Tarantino et sur le cinéma en général. Ah, moi, j'aime pas du tout non plus Fight Club, mais effectivement, après, c'est des films qui ont des rôles importants. Si ils ont permis et permettent encore aujourd'hui de créer des cinéphilies. Je trouve que c'est des films importants. Après, moi, j'espère ne jamais devenir snob et je fais toujours partie de ceux qui disent que même moi, si j'aime pas un film, le film peut être bien en fait. Mais je comprends et c'est bien que ces films-là aient plu à d'autres. Je voulais savoir quel était ton plaisir coupable de cinéma. Alors j'en ai pas mal. Après coupable, je sais pas si c'est vraiment coupable. Et moi, je suis un grand romantique. Donc je peux t'en citer plusieurs. Il y a j'ai des films totems qui pourraient paraître coupables que je regarde très régulièrement, enfin pas tous les mois, mais tous les 2-3 mois. Je pense à La Boom.
Les deux, hein, le premier et le deuxième me bouleverse. Je pense à Dirty Dancing, qui me bouleverse aussi, et je trouve les scènes de danse formidables. Je pense également à Gladiator, mais après c'est pas un film vraiment coupable, parce que c'est un film quand même qui a une certaine popularité et respecté. Et puis évidemment, j'en parle très souvent, Top Gun, donc j'attends la sortie du prochain opus, qui est un film vraiment Top Gun que je regarde très régulièrement, parce qu'il est bien plus subtil qu'il n'en paraît. J'aime beaucoup Tony Scott. Ce mélange entre grandiloquence des plans et subtilité de l'intime des personnages me bouleverse. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a reproché également à Sautet, pour faire le pont, de parfois ne pas être assez à l'intérieur de ces personnages, restant en surface, un peu comme dans Top Gun, mais au final, leurs personnages sont beaucoup plus subtils qu'ils n'en paraissent. Mais voilà, il y en a plein, La Boom, voilà, tous ces films-là que je regarde régulièrement. En tout cas, on tient sûrement la personne qui attend le plus en France la sortie du nouveau Top Gun. Certainement, et j'espère être à Cannes le 18, j'y serai, donc normalement j'espère avoir une place pour enfin voir ce film qu'on attend depuis longtemps. J'ai vu la bande-annonce et ça a l'air vraiment pas mal, hein. Même si évidemment il y a des choses qui ont l'air grossières, mais ça c'est pas grave, c'est pas très important. Mais voilà, moi je suis un grand fan de Tom Cruise aussi, de sa vie qui me fascine et de certains de ses rôles, parce qu'on oublie souvent qu'il a une très très grande carrière, cet acteur-là. Alors peut-être pour la question suivante, la réponse sera également La Boom, Dirty Dancing ou Top Gun, puisque on aimerait connaître le film qui t'arrache une larme. Effectivement, ces films entre guillemets coupables, parce que je me sens pas coupable de les voir, et je suis tout le temps en train d'assumer de voir ces films-là. La Boom, ça me bouleverse. Top Gun, ça me bouleverse. Gladiator aussi, qui est vraiment un de mes films totems. Je peux pas m'empêcher d'avoir une larme à la fin quand Maximus meurt. Il y en a plein. Après, on pleure au cinéma pour différentes raisons. Il y a des films qui nous touchent dans l'entièreté du film. Enfin, je pense à un film comme Gladiator, on pleure à la fin parce que c'est beau. Après, il y a des films qui nous bouleversent plus profondément et qui nous rappellent à nous-mêmes. Je pense tout de suite au film Les choses de la vie, que je regarde très très régulièrement aussi. Et il y a beaucoup de choses dans ce film qui me rappellent à moi, et je pense qu'en fait c'est ça qui est fort avec les films de Sautet, c'est que ils en font pleurer, comme c'est écrit, plus d'un, et tous ces films font pleurer parce que la force de Sautet, c'est de parler de problématiques que vivent d'ailleurs pas que les bourgeois ou les gens de bonne famille, mais que vit un couple au quotidien, que vit une femme ou un homme au quotidien. Je pense que Les choses de la vie, c'est l'un des films pour lequel j'ai vraiment pleuré. Très beau film, dur, mais on aura l'occasion de revenir. Et puis tu commences à glisser quelques pistes de clichés que l'on va se charger d'abattre concernant Sautet. C'est un cinéma complet, et pour te dire, moi aussi, je pleure devant Les choses de la vie, et je suis quasiment sûr qu'on est très très loin d'être seulement deux à pleurer devant Les choses de la vie. Ouais, je perds. Mais certains, d'ailleurs, on y retournera. Certains, et des personnes avec qui j'ai déjà conversé, d'ailleurs, et toi aussi certainement, restent insensibles au cinéma de Sautet, mais je pense que c'est aussi beaucoup de coincés, voire de snobs, en fait, qui n'y voient pas toute la sensibilité de ce metteur en scène et de cet homme qui est complètement bouleversant, même l'homme en tant que tel. Ça m'étonnerait qu'on le cite comme uniquement un cinéma de bourgeois, comme tu l'as très bien dit. Exactement. Pour la question suivante, par contre, à mon avis, il n'y aura pas Les choses de la vie, pour les raisons que tu as citées. C'est quel est pour toi le film pour une soirée à plusieurs ? Ah, il y a des grands classiques, hein. Il y a des films. Après, moi, faut savoir que je pense qu'on est pas mal dans ce cas. Je déteste voir des films à plusieurs. Je vais toujours au cinéma, j'y vais quasiment tous les jours au cinéma, et je vais toujours tout seul. D'ailleurs, au grand déboire de plein de potes qui me disaient: Pierre, dis-moi quand tu vas au cinéma. Et je leur dis: bah non, quand je vais au cinéma, je vais tout seul. Ça m'angoisse tellement de vivre ces moments-là avec quelqu'un. Et c'est un peu la même chose quand je suis chez moi dans ma chambre sur mon écran à voir un film. Je déteste voir les films à plusieurs. Et même ma copine, on voit très peu de films ensemble.
elle ne fait pas d'exception. Mais sinon, évidemment, il y a des grands classiques français qui sont super à voir à plusieurs. Je pense tout de suite à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Je pense à toutes les grandes comédies françaises, en fait. Une comédie, c'est toujours très agréable de rigoler ensemble. Et puis, il y a un truc qui est bien avec la comédie, c'est que toi, si tu rigoles pas à une blague, l'autre va y rigoler, donc ça va te transmettre son rire, donc sa joie, etc. Et ça peut créer des grands moments de bande et de rigolade, quoi. Après, moi, j'ai été marqué petit. Il y a des films que j'ai vus avec mon père, notamment, ou avec mes parents, tous les deux, mais je me souviens avoir découvert, c'était pendant 3 semaines, tous les mardis soirs, le Parrain 1, le Parrain 2, le Parrain 3. Ça, je suis très heureux d'avoir découvert ces films accompagné de mon père, parce qu'il y a un truc très fort. Tout comme Rocky, j'ai vu les 5 avec mon père. Je me souviens, il passait aussi tous les soirs, je crois que c'était le jeudi soir sur la 3 pendant une période. Il y a des films qui sont encore plus forts quand tu les découvres avec un membre de ta famille, que ce soit ton père, ta mère ou tes frères et sœurs. Ça, je pense qu'on a tous en souvenir une séance familiale, un moment comme ça, une découverte d'un film presque qu'on peut pas revoir tout seul, parce que ce moment, cette découverte est forte. En tout cas, c'est une belle réponse. On n'avait jamais eu ce genre de réponse à cette question-là, et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est un beau point de vue, et puis c'est vrai que tu soulignes une chose. Alors, personnellement, je le fais peut-être moins souvent que toi, mais tu rappelles le plaisir que ça peut être d'une séance de cinéma tout seul aussi. On a tendance à penser que c'est qu'une activité de groupe, alors qu'une séance peut très bien se vivre et s'apprécier tout seul. C'est vrai que c'est totalement... pour moi, c'est totalement l'inverse. Après, je me souviens de grandes séances, avoir vu, tu vois, Astérix, j'ai vu Avatar avec des amis. Il y a des films, et notamment quand on est plus jeune, et après, c'est pas le même type de film. Tu vois, là, j'ai pas pu aller le voir, Batman, mais il y a certains gros films, enfin même, je dis ça alors que Top Gun, j'ai envie de le voir tout seul, quoi, Max Linder, et prendre le film en pleine gueule tout seul. Mais il y a un truc avec le cinéma, on différencie trop, par exemple, la littérature, qui serait le noble art et le cinéma un sous-art. Ça, je trouve ça totalement méprisant, parce que ceux qui lisent, ils lisent pas à plusieurs, en fait. Tu lis pas avec un livre pour 2 ou un livre pour 3 et en train de lire. C'est des moments, le cinéma ou la littérature, ou même remarque, la musique est un art qu'on peut partager. Mais il y a une espèce de truc avec le cinéma, moi j'ai besoin que ça soit avant le film, pendant et en sortant. Je rentre toujours à pied de mes sorties de cinéma le soir vers 23h minuit. J'ai toujours 1 heure à pied. J'ai besoin de digérer ce que j'ai vu. J'ai besoin de me confronter moi-même à ce que j'ai vu. Et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est mon meilleur médicament, c'est mon meilleur antidépresseur, quoi. Même si certains films rendent tristes et bouleversent, en tout cas, ils nous ramènent à la réalité et ils nous font souvent relativiser beaucoup de choses. Donc c'est important pour moi d'être seul dans ces moments-là. C'est comme quand tu cours. Moi, je comprends pas ceux qui courent à plusieurs et qui discutent en courant. C'est des moments où on se retrouve avec nous-mêmes. Alors peut-être en tête-à-tête, un tête-à-tête plus personnel pour la question suivante. Je voulais savoir qui est l'actrice ou quel est l'acteur qui te pousse dans les salles. Je pense que tu as déjà la réponse. Sans surprise. En tout cas, celui qui m'a poussé dans les salles, notamment quand je suis arrivé à Paris à 7 ans, alors que j'allais avoir 20 ans, c'est Alain Delon, où j'ai eu la chance de tomber dans une période où il y avait une rétrospective de lui, où en tout cas ses films tournaient beaucoup à Paris à cette période-là, que ce soit à la Filmothèque, au Christine 21 ou aux Écoles 21, dans le 5e arrondissement. Typiquement, c'est vraiment cet acteur-là, cet homme-là, moi, qui m'a poussé à aller en salle et voir des films de 3 heures, parce que moi, il y a 7 ans, je connaissais pas Visconti, je connaissais pas Antonioni, et je découvre ce cinéma-là grâce à Alain Delon, et je suis complètement tétanisé quand je sors. Je fais waouh, mais c'est ça que j'aime. Enfin, ça me parle tant. Les 3 heures, c'est pas long. Les films en noir et blanc, c'est beau. Tout ça a révélé en moi, notamment cet acteur-là, beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui m'ont poussé en salle ces dernières années, notamment. C'est que
c'est arrivé plein de fois que j'ai des soirées, le jeudi soir, mercredi soir et tout, et comme il y avait un film avec, si je faisais j'avais des lubies, et en fait, ce qui se passe à Paris aussi, c'est qu'il y a des rétrospectives, donc au final, quand t'as une lubie sur un acteur, et qu'en 3 semaines, il y a cet acteur-là, que ce soit à la Cinémathèque ou dans les cinémas du 5e arrondissement, dont tous les films sont projetés, moi je suis comme un dingue. Je pense là à une femme qui est décédée, à qui on peut rendre hommage, Monica Vitti, il y a pas très longtemps, Belmondo aussi. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça. Mais c'est vrai que pour parler des contemporains, là, je me déplace peu en fait pour les acteurs, mais Tom Cruise effectivement en fait partie. C'est vrai que lui s'il fait un film, ça m'intéresse. Peut-être Robert Pattinson aussi s'il fait un film, ça m'intéresse. Mais c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui de se rattacher aux acteurs parce qu'on fait aussi partie d'une époque où il n'y a plus autant, en tout cas les mêmes figures, les énormes stars, stars au sens noble, d'acteurs ou d'actrices qu'il y avait avant. Donc, on se rattache beaucoup moins aux acteurs et aux actrices aujourd'hui, je trouve. Beaucoup plus au réal et encore. Oui, c'est quelque chose que tu remarques et qu'on remarque souvent en fait dans les apéros ciné. La réponse à cette question, c'est que c'est souvent des entre guillemets des vieux acteurs ou des vieilles actrices. Ce ne sont pas des gens modernes que l'on voit évoluer à l'acmé de leur carrière depuis une dizaine d'années. C'est souvent comme ça. J'aurais bien aimé repartir dessus, mais ta vision était tellement complète de la chose que j'ai pas trop d'idées à rajouter. C'est vrai qu'on n'est plus forcément dans une période, on n'est plus dans un cinéma qui met en avant les acteurs et les actrices plus particulièrement en ce moment. Totalement, ouais. Est-ce que l'un n'est pas la faute de l'autre? Je sais pas. Est-ce que aujourd'hui aussi le niveau, c'est vrai qu'après il y a pas de grands acteurs ou grandes actrices sans grands films et sans grands metteurs en scène. Est-ce qu'on souffre aujourd'hui d'un manque de grands metteurs en scène et de grands films, ou est-ce qu'aujourd'hui on souffre d'un manque de grands acteurs et actrices? Ce serait un débat à aborder. Est-ce que ça serait pas parce que le concept de film est plus fait comme un ensemble plus que comme une mise en avant de certains individus qui y participent? Est-ce que c'est pas un collectif plutôt que des individuels aujourd'hui? Oui, mais est-ce que c'est pas devenu un collectif aussi parce qu'il n'y avait plus de figures qui portaient le film? Après, ce qu'on dit est un peu aussi faussé parce que aujourd'hui on voit bien que on fait un film autour en France d'acteurs comme, je sais pas, d'actrices, je sais pas, comme Isabelle Huppert ou Juliette Binoche ou Benoît Magimel ou Jean Dujardin. On garde quand même des constructions de films autour d'acteurs, mais c'est plus des figures. Tu vois, moi je prends l'exemple d'Alain Delon parce que je l'affectionne particulièrement. Mais ce qui était formidable avec Alain Delon, c'est que c'était une star française, mais mondiale. Il faisait 3 millions d'entrées en Argentine, 3 millions d'entrées au Japon. Moi, je parlais une amie cinéaste iranienne. C'est le seul acteur star en Iran. En Espagne, le seul acteur français star, c'est Alain Delon. En fait, il y a plus ces immenses stars, comme il y a eu aussi comme Brigitte Bardot, quoi. Ou Romy Schneider, on aura l'occasion d'en parler, ou même Ventura. Aujourd'hui, on n'est plus dans une époque, en tout cas en France, et aussi ça s'applique aussi, je trouve, un petit peu aux États-Unis, même si c'est pas la même chose, parce qu'aux États-Unis, on continue à monter des films autour de DiCaprio, autour de Tom Hanks, de Tom Cruise, etc. Mais en tout cas, en France, on n'a plus ces vedettes ou ces stars qu'on avait avant. Quand on allait voir un film de Belmondo, limite, on s'en foutait du nom du réal, quoi. À part si c'était Godard. Pareil pour Delon. Je suis sûr qu'il y a peu de personnes qui savent qui a réalisé La Piscine ou Borsalino, etc. Mais là, ce qui était encore plus fort, c'était qu'on a atteint une période dans les années 60-70 où on allait voir un film à la fois pour l'acteur et à la fois pour le réal, quoi. Je pense, je sais pas, par exemple, les films des années 50, quoi. Enfin, les films de Sergio Leone ou les films de Visconti ou de Fellini, enfin, il y en a tout plein, quoi. Ou même en France, les films de Piala et compagnie. Il y a un moment où on allait voir les films parce soit on aimait l'acteur, soit on aimait le réal. Mais oui, aujourd'hui, ça se perd. C'est pour toi, c'est une forme de summum du cinéma, cette période-là? Après, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. On est dans l'histoire du cinéma.
Il y a eu des années 50 aux années 70, notamment dans le cinéma européen, où ça atteint les sommets, c'est la quintessence où enfin, tous les pays s'y mettaient, quoi. C'était formidable, des États-Unis à la France, à l'Italie, voir l'Espagne, et même le Portugal. Enfin, c'était une époque formidable où il y avait. Moi, je m'amuse parfois à aller sur Wikipédia et voir les sélections de Cannes ou de Venise ou de Berlin, enfin surtout de Venise et de Cannes dans les années entre les années 50 et les années 75 jusqu'à 80. C'est formidable les sélections, quoi. C'est même plus des sélections, quoi. C'est des sélections de chefs-d'œuvre. Et aujourd'hui, je dirais pas que le cinéma est malade, mais c'est comme si on avait atteint quand même un plafond. Je vois. Alors ça sera peut-être la réponse à la question suivante sera peut-être un complément à ce que tu viens de dire, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma? Ah, c'est délicat de répondre à cette question parce que tous les films qui sont faits à travers le travail de beaucoup de personnes. Enfin, beaucoup de personnes sont impliquées au-delà du scénario et des acteurs et du réal, quoi. Il y a tellement de techniciens, il y a tellement d'assistants de prod, il y a tellement de personnes qui travaillent pour monter un film, c'est tellement difficile déjà de faire un film. Donc d'en faire un bon, c'est encore plus compliqué. Mais c'est vrai que j'ai une phrase que me dit mon monteur, Enzo Chanteux, et que je trouve très juste. Un film, tant que le réal souhaite dire quelque chose à travers ce film, il est respectable, quoi. Donc c'est vrai que moi, les films que je vais pas voir, ou en tout cas qui me révoltent, c'est les films qui sont pas inutiles, parce que enfin, qu'est-ce qui est inutile? Une comédie, c'est inutile parce que ça dit rien sur telle question, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, un film qui n'a pas vocation à dire quelque chose, ça m'intéresse pas. Peut-être que dans la question suivante, tu te dévoileras peut-être plus, peut-être que ça sera un complément à ce que tu viens de dire, mais est-ce que pour toi le streaming c'est l'avenir du cinéma? Bah, moi, j'ai toujours eu un peu le même avis. Après, c'est toujours délicat parce que j'ai 26 ans. Moi, je suis un très jeune de l'industrie et j'ai pas les mêmes. Enfin, je fais pas face aux mêmes problèmes qu'un distributeur indépendant qui a 30 ans de travail derrière lui, etc. Mais moi, juste avec mon regard de jeune cinéphile de 26 ans et de jeune homme de cette industrie de 26 ans, ben, je trouve que les plateformes, c'est super pour beaucoup de choses. Déjà, ça permet un accès à beaucoup de films pour un tout petit prix. Donc déjà, rien que le principe de pouvoir voir des films à un coût faible, je trouve ça formidable. Tant qu'on peut voir des films pour pas cher, c'est formidable. C'était un peu le principe des vidéoclubs avant. On avait une carte illimitée, puis on louait des films. C'était un peu la même chose en fait. Et on prêtait sa carte de vidéoclub à son frère, à son voisin quand on n'était pas là le week-end, etc. Donc en fait, ça c'était un petit peu la même chose. Et au vidéoclub, on avait un catalogue de 2000 films, 2000 cassettes, etc. Et en plus, ce qui est très bien avec les plateformes, c'est que moi, j'ai des potes qui sont pas du tout cinéphiles et ils ont commencé à voir des documentaires sur les plateformes, un format qu'ils ne connaissaient pas du tout avant et qu'ils ont commencé à découvrir. Et sur les plateformes, il y a plein de bons documentaires qui traînent. Et après, il y a la question des séries, ça c'est une autre question. Mais la véritable question qui crée débat aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure les plateformes qui sont en train de remplacer, parce qu'elles ont énormément d'argent, elles ont des milliards de trésorerie pour investir, soit dans l'achat ou soit dans la production. Mais la question qui importe aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces plateformes produisent comme film, parce qu'elles vont remplacer petit à petit les chaînes privées, les chaînes télé, voire les chaînes publiques, qui comparativement un France Télé ou un canal en termes de manne financière et de trésorerie et à des années-lumière d'un Netflix aujourd'hui. Là, Netflix s'est engagé à produire pour 30 millions, donc je pense que ce sera un truc genre 30, enfin ils vont mettre 1 million dans 30 films, peut-être, quelque chose comme ça, chaque année. On va voir. En tout cas, ce qu'ils produisent aujourd'hui, c'est vraiment pas qualitatif, quoi. Moi, j'ai eu l'occasion de commencer des trucs et de pas pouvoir les terminer. Donc si cet argent que récoltent ces plateformes-là sont utilisés pour créer des formats qui n'ont aucun intérêt, là ça va poser un problème parce que même si elles étaient critiquables, les chaînes comme France Télé, TF1 ou Groupe M6 et Canal évidemment, et Arte évidemment, l'argent qu'ils investissaient dans le cinéma français était
quand même utilisé depuis des années à meilleur escient que les plateformes. Donc moi j'ai envie d'être optimiste et de me dire que là avec en plus ce qui a été signé il y a un mois, l'accord entre les plateformes, enfin Netflix et le cinéma français va amener Netflix à coproduire des films d'auteur, des films de genre, etc. Je doute sur pas mal de choses, mais j'espère être optimiste. Et en tout cas, il y a aussi un fait, c'est que c'est comme dans les années 70, on a dit avec la télé, le cinéma est mort, et au final, Canal+ est apparu et a permis de développer beaucoup de films et de redynamiser le cinéma. Donc moi, j'essaye d'être optimiste et de me dire que ces plateformes-là vont bien devoir s'accommoder au marché et soutenir aussi un cinéma d'auteur, qui fait partie du marché et qui sera toujours présent quoi qu'il en soit. C'est un avenir en pointillé d'une certaine manière pour l'instant. On y voit des belles choses, de mauvaises choses à voir un peu, si je comprends bien ce que tu veux dire, à voir un peu dans quelle direction ça va prendre. Et est-ce qu'on va pas avoir le chat qui va se mordre un peu la queue et si on va pas se faire avoir un peu dans le système en termes de qualité. Après il y a d'autres plateformes plus européennes, plus françaises. On parle dans le chat, on parle d'Arte, d'OCS aussi qui... Alors Arte c'est une chaîne mais ils font aussi beaucoup de production à côté. OCS c'est une vraie plateforme mais qui fait déjà du financement et qui fait déjà de la production de manière assez qualitative. Ce qui est formidable, et d'ailleurs là j'en profite pour remercier Rémi Burat et Olivier Père, qui sont les deux boss en gros d'Arte Cinéma et qui font un travail formidable quoi. C'est heureusement qu'il y a Arte en France, ça c'est une certitude. Même s'ils soutiennent parfois à quelques centaines de milliers d'euros, ça peut être 200 000, 300 000 euros, certains films. Pour beaucoup de films qui soutiennent, c'est déjà énorme. Et sans eux, ça serait très compliqué. À voir comment ça évolue. Mais leur plateforme, Arte Cinéma, Arte TV, c'est une immense réussite, quoi. Ils ont des chiffres formidables. Et je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une plateforme comme Arte Cinéma, et notamment tous les films qu'ils mettent gratuitement sur YouTube, grâce aux algorithmes et compagnie, il y a plein de personnes qui sont pas forcément cinéphiles. Moi, des potes à moi, je prends souvent l'exemple de potes à moi qui sont pas cinéphiles. Ils se sont retrouvés à voir des Dolan récemment, à voir les films d'Alain Guiraudy, etc. Et c'est formidable. Donc c'est vrai que une plateforme comme celle d'Arte, même si c'est pas la même chose parce qu'Arte ou même OCS n'aura jamais la trésorerie qu'ont les plateformes SVOD quoi. On se rend pas compte, c'est des milliards chaque mois maintenant que récoltent ces plateformes-là, à voir comment ils vont les utiliser dans le futur. Là, on est en train de voir que même d'ici quelques temps, comme a pu le faire Disney, ils vont récolter peut-être un par un les grands studios historiques américains. Qu'est-ce qui va se passer en France? Ça aussi, c'est une bonne question. Là, on est un peu dans une période aussi où le cinéma en salle, est-ce qu'il a un avenir? En fait, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui, et c'est à la fois intéressant et ça fait aussi à la fois flipper. C'est un bon résumé. On a hâte et en même temps crainte de voir à quoi va ressembler à minima la prochaine décennie, parce que je pense que ça va beaucoup bouger dans la prochaine décennie. De rentrer dans le vif du sujet, peut-être déjà qu'on va un peu parler de sauter dans la prochaine question. Je voulais savoir quelle était ta sainte trinité du cinéma. Ah, ça c'est super difficile à dire. J'ai beaucoup de réalisateurs qui ont été importants à des moments de ma vie très particuliers. C'est infaisable pour moi ce genre de questions. Mais je peux comme ça, de manière totalement aléatoire, te sortir des réals qui ont été excessivement importants pour moi. Je parlais tout à l'heure de Visconti, Antonioni, Fellini, Bergman, Tarkovsky, Ozu Mizoguchi, un peu comme Sauté d'ailleurs, Tony Scott, Ridley Scott. Et en France, il y en a beaucoup aussi. Moi, c'est vrai que on a tous découvert la nouvelle vague d'une certaine façon. Moi, j'ai commencé par Godard et c'est un réal qui est resté extrêmement important pour moi, que je vois beaucoup moins parce que je l'ai beaucoup vu jeune. Godard, c'est un mec qui a révolutionné l'art, quoi. Pas que le cinéma, l'art mondial. Lui, il fait partie des plus grands de mon panthéon. Piana, Chabrol, très délicat. Je peux pas. Donc, Claude Sautet, évidemment, et ce qui est assez fou avec Claude Sautet, c'est que on en parlera tout à l'heure. C'est tellement un réalisateur sous-coté
même si c'est un peu bateau comme terme, sous-côté ou surcoté, mais c'est vraiment un réalisateur sous-estimé, quoi, qui a une profondeur de cinéma avec ses 13 films qui sont totalement différents les uns des autres. Claude Sautet fait partie de mon panthéon aussi, mais mon panthéon ne relève pas de 3 personnes, mais certainement d'une centaine. Donc, il serait compliqué d'en parler. Oui, je vois 2 Sica, évidemment. Moi, j'aime beaucoup. Alors pour clôturer ce questionnaire de Proust, une question encore plus dure puisque c'est une réponse unique que l'on espère à cette question. Je voulais savoir quel est pour toi ton film ultime. Il y a un truc que je réponds souvent, c'est si quelqu'un arrivait sur cette planète en face de moi et me demandait, Pierre, quel est le film que je dois voir en premier? Je n'ai jamais vu un seul film de cinéma. Ce serait Il était une fois en Amérique de Sergio Leone. Moi, je trouve que ce film, en version longue, résume à lui seul tout le cinéma. Après, il y a aussi, tout de suite, là, ce qui me vient, c'est Barry Lyndon, moi, qui fait comprendre ce qu'est la puissance du cinéma. Et je vais en donner en troisième, même si tu en demandais qu'un, c'est lorsque je découvre Le Guépard, il y a 7 ans, c'est le premier film que je vois au Christine 21. Le Guépard de Visconti, c'est là que je découvre Delon. Ça me bouleverse totalement et ça a été un véritable point d'inflexion dans ma cinéphilie, quoi. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que je suis vraiment devenu cinéphile et boulimique de films. Et puis puisque Le Guépard a une place importante dans ton entrée en cinéphilie, c'est une belle manière finalement de conclure ce questionnaire de Proust, où tu boucles la boucle finalement. Exactement. Voilà. C'est tellement important de boucler les boucles. C'est ça. Alors, on va s'intéresser peut-être à une autre très belle boucle de cinéma, parce qu'on va parler d'un grand monsieur, on va réhabiliter presque. Ça m'embête d'employer le terme réhabiliter pour Claude Sautet. Peut-être avant qu'on rentre dans le sujet un peu pour ceux qui ne savent pas qui est Claude Sautet, on est sur un des plus grands metteurs en scène du cinéma français à mon humble avis. 2 fois césarisé pour le meilleur réalisateur, si je dis pas de bêtises, pour Un cœur en hiver et Nelly Monsieur Arnaud. C'est une grosse douzaine de films, 13 ou 14 peut-être, parmi lesquels Les choses de la vie qu'on a cité, Un cœur en hiver, Nelly Monsieur Arnaud. On peut aussi citer Vincent François Paul et les autres, Max et les Ferrailleurs, César et Rosalie et plein d'autres films. C'est des collaborations mythiques. Michel Piccoli et Romy Schneider en premier lieu parmi les acteurs, Jean-Loup Dabadi et Claude Néron parmi les travailleurs de l'ombre, parce que Claude Sautet aussi, au-delà d'un metteur en scène, c'est aussi un très grand scénariste, un script doctor pendant très longtemps, qui a travaillé sur pour à peu près tous les grands metteurs en scène sur les scénarios. Je sais, dans son bouquin, il dit avoir travaillé avec Truffaut, il a travaillé avec Tavernier aussi, si je dis pas de bêtises, pour n'en citer que 2. Il a travaillé sur Les yeux sans visage aussi de Franchou. Voilà. C'est quelqu'un qui a traversé 50 ans, non, une quarantaine d'années plutôt. J'ai peut-être été un peu optimiste de cinéma, du milieu des années 50 jusqu'au milieu des années 90, et qui nous a malheureusement quittés il y a un peu plus de 20 ans, à l'an 2000. Après une belle carrière, c'est beaucoup de thématiques sur lesquelles on va avoir l'occasion de revenir. Et peut-être après cette rapide présentation, de toute façon fiche Wikipédia très très résumée, peut-être on va se poser la première question, celle que je pose souvent à mes invités lorsqu'on parle d'un metteur en scène. Est-ce qu'on peut définir un style Claude Sautet, puisque c'est quelque chose qui lui est souvent reproché? Est-ce qu'il y a un style Sautet et comment il est ce style? Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on voit un film de Sautet, on sait que c'est un film de Sautet. Bon, c'est un peu con comme phrase, parce qu'effectivement, quand on voit un film, on l'identifie au réal. Même si Sautet a eu plusieurs phases en tant que cinéaste, il y a toujours sa patte qui est reconnaissable, en fait. Cette espèce de filmer les non-dits comme personne ne pouvait le faire. Il filmait les regards et les silences, les mouvements, sans parole. Tout ça, ça lui est propre. Et en tout cas, même en termes de choix d'acteurs, de direction d'acteurs, de collaboration avec certains scénaristes, parce qu'au final, il y en a eu 2, ou 3,
et même en termes de choix de musiciens. C'est-à-dire qu'il a travaillé toute sa carrière avec Philippe Sard. Il y a beaucoup de choses qui font que son style, bien qu'il ait évolué, lui est resté propre, et on reconnaît assez facilement, enfin pour nous les amoureux de son cinéma, ses films. Je pense qu'effectivement il y a un film Sautet, mais comme ça a été un réalisateur qui était à la fois pendant la période de la Nouvelle Vague et après, à la marge de ce monde-là, de ces réals comme Godard, Chabrol, Rivette et compagnie, ou Truffaut, dans une moindre mesure, mais qui théorisaient, qui intellectualisaient tous leurs films, etc. Et lui était dans un cinéma un peu plus classique ou conventionnel, et c'est pas du tout un défaut dans ma bouche. On n'a jamais vraiment parlé de style, alors qu'on parlait de style Godard, de style même Truffaut, le style de Rivette, et, même Piala, Varda et compagnie. Et lui, il était un peu méprisé, et c'est le cas de le dire, déjà à l'époque par les critiques, pas pour tous ses films, mais en tout cas une partie de la critique élitiste a pu le mépriser. Et je pense même, on n'y était pas, que la cinéphilie de l'époque élitiste et snob parisienne méprisait ces films parce qu'ils n'avaient pas l'ouverture d'esprit justement pour les comprendre. On sait que Sautet, c'est un réalisateur finalement qui a été honoré relativement sur le tard de sa carrière, sur ses derniers films finalement qui ont enfin eu le succès critique qu'il méritait. Qui sont pas ses meilleurs en plus, pour moi. Oui, enfin, on y reviendra. Moi, je pense que la meilleure décennie Sautet, c'est en tout cas la première partie des années 70, avec un enchaînement. Mais bon, c'est quasiment impensif de rappeler que cette période-là est exceptionnelle. Est-ce que pour toi, le fait qu'il ait un peu été mal considéré, pour ne pas dire non considéré, c'est justement parce qu'il a peut-être un style plus à l'économie, plus sobre finalement, ce qui n'est pas du tout un gros mot, au contraire, il y a beaucoup de grands cinéastes qui sont sobres dans leur travail. Arriver avec une mise en scène sobre à une période qu'il n'était pas forcément, parce que le génie d'un Godard notamment, puisque Godard, presque un symbole de la nouvelle vague, dans ses bons points et dans ses mauvais points quand on entend les critiques du mouvement, qui a un style très marqué, très appuyé, beaucoup moins en sobriété. Pas du tout en sobriété. Est-ce que c'est le fait d'être arrivé à la mauvaise période qui a coûté beaucoup à Sautet, ou est-ce que c'est autre chose? Non, je pense que c'est le fait qu'il est arrivé dans une période où tout ce qui était stylisé, esthétisé, était excitant quoi pour les critiques, pour la cinéphilie parisienne. Tu vois, je parle de cinéphilie parisienne parce que la cinéphilie un peu snob, à l'époque, elle était vraiment ancrée à Paris, et encore aujourd'hui d'ailleurs. Ça, c'est le petit breton expatrié à Paris qui parle. Mais oui, effectivement, lui, il n'était pas dans un registre de styliser et esthétiser ses films pour parler d'histoires simples, pour pas faire de jeu de mots, mais c'est vrai que moi je trouve que la beauté du style Sautet réside dans sa faculté à parler de choses du quotidien de manière simple et réaliste, quoi. Et c'est ça qui nous bouleverse. C'est-à-dire, moi, d'ailleurs, toi qui as vu mon documentaire sur Terence Lewis, il y a à la fois beaucoup d'inspiration de Sautet. Ça veut dire que on trouve beaucoup de choses subtiles qui définissent un personnage ou une histoire en le filmant dans ses activités du quotidien, quand il fait les courses, quand il est tout seul dans sa voiture. Quand, tu vois, je pense, moi, il y a un plan qui m'a inspiré, le plan dans Les choses de la vie de Piccoli et Romy Schneider, où d'ailleurs elle lui dit je suis fatigué de t'aimer. Je m'en suis inspiré et j'ai refait le même dans mon documentaire Terence Lewis, alors que c'est un documentaire. En fait, c'est vrai que lui, et moi c'est ça qui me bouleverse avec Claude Sautet, c'est que il arrivait à filmer le quotidien des gens de manière réaliste. Après, on lui a reproché d'avoir filmé, on en parlera après, le quotidien des bourgeois, mais en même temps, on filme de mieux un quotidien qu'on maîtrise, un environnement qu'on maîtrise. Bref, je trouve que c'était une fausse accusation. Mais oui, effectivement, d'un côté, t'avais Sautet qui filmait des histoires banales et assez simples, et de l'autre, t'avais les réalisateurs de la Nouvelle Vague qui se battaient dans leur style et leur esthétisme.
Mais tu vois, il y en a un qui n'a pourtant pas été à la marge et qui a pas mal de similitudes, je trouve, en plus avec Sautet, c'est Piala, moi, que j'adore. Bon, effectivement, Piala, il est parti dans certains films dans des expérimentations un peu de mise en scène un peu plus complexes. Mais Piala a beaucoup plus été mis en lumière que Sautet. Je pense même à Téchiné, certains premiers films de Téchiné qui abordent des thématiques de la vie quotidienne. Tant Téchiné, aujourd'hui, a été très reconnu, et même au début. C'est vrai que Sautet, c'est assez inexpliqué et inexplicable ce pourquoi il a été sous-estimé pendant des années, et même encore aujourd'hui. Nous, c'est parce qu'on fait partie d'un petit microcosme sur Twitter, mais je pense pas que ça soit non plus un des réals qui sort parmi les plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma français aussi facilement chez les spécialistes. Et chez les non-spécialistes, chez les cinéphiles aussi. Alors moi personnellement, si tu me permets cette petite digression personnelle, Claude Sautet, ma rencontre avec le cinéma de Claude Sautet, elle s'est faite dans un contexte un peu funeste puisqu'on a perdu il y a quelques années maintenant, quasiment coup sur coup, je crois la même semaine, Michel Piccoli et Jean-Loup Dabadi, qui sont deux des collaborateurs fétiches de Claude Sautet, ce qui m'a immédiatement plongé là-dedans. Et j'ai commencé évidemment par les films de Dabadi et de Piccoli, parce que c'est ceux qui passaient à la télé à cette époque-là pour les hommages. Donc c'est surtout les films des années 70. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, et on demandait dans le chat justement quelles sont les thématiques récurrentes avec Sautet. Moi je trouve Sautet, c'est un cinéma un peu du point de rupture, c'est-à-dire qu'on part vraiment d'un portrait sociétal basique, et que Sautet va venir chercher justement ce point de rupture de ces personnages, à quel moment les relations sociales vont partir en vrille. C'est quelque chose d'ailleurs qu'il exprime, il me semble, dans son livre avec Michel Bouju, qu'il exprime d'ailleurs pour Max et les Ferrailleurs, si je dis pas de bêtises, notamment pour le final avec cette notion de point de rupture. J'ai pensé, moi, qu'il a été rejeté dans les années 70, notamment parce qu'il y avait un microcosme parisien là-dessus. Peut-être il a été moins avantagé que Godard et Truffaut, notamment, qui eux montraient d'une certaine manière, au moins dans leur premier film, des gens un peu d'une certaine manière marginaux, en tout cas pas de la bourgeoisie, et là on vient à une thématique d'une certaine manière prenante de Claude Sautet. Claude Sautet qui est un cinéaste des bourgeois, alors à plusieurs exceptions près, mais on retrouve souvent une population bourgeoise qu'il malmène d'une certaine manière. Est-ce que toi tu penses pas que c'est parce qu'il ciblait un peu finalement les gens qui pouvaient faire émettre les critiques, qu'il a mal été considéré parce qu'il faisait un peu trembler les murs, des murs qui voulaient pas qu'on les fasse trembler? Après, Truffaut ou Godard ont abordé aussi ces populations-là, sans que ça ait des répercussions sur leur cote et ce que pouvaient dire les gens de leur cinéma. Mais c'est vrai que pour rebondir sur juste ce que tu disais avant, il y a aussi un argument et qu'on a oublié de citer, c'est aussi que Sautet, c'était pas un extravagant, quoi. C'était un mec un peu rabougri, un petit peu fermé, timide. Moi, j'ai vu une vidéo de lui quand il vient présenter à Cannes en conférence de presse les choses de la vie, où il s'engueule avec les avec les journalistes parce qu'il est fermé, il a la tête baissée, rentrée dans les épaules. C'était pas un mec sexy aussi, Sautet. C'était un mec simple, réservé, qui aimait pas tant que ça la lumière, quoi, qui était un mec de l'ombre. Je pense que ça lui convenait très bien en fait à un moment d'être assistant réal ou script docteur. C'est qu'il avait un rôle de l'ombre, il faisait son métier. Puis je pense que après ces deux premiers films qui ont été des grands échecs, il aurait pu totalement passer à côté de la réalisation et être accompagnateur sur les scénarios et voire assistant réal. Peut-être qu'il aurait fini par faire des films. Mais voilà, c'était pas non plus un réal sexy comme pouvait l'être ou un mec qui faisait des scandales sur commande, comme pouvait faire Piala ou Godard ou le reste, quoi. Tu attaches un point assez intéressant de la personnalité. Pour ceux qui ne savent pas, Claude Sautet il vient de Montrouge. C'est con à dire, mais rarement une ville, en tout cas une vie comme ça, aura autant influencé un cinéaste que Claude Sautet. Parce que toute son enfance là-dessus, il explique que c'est pas forcément quelqu'un qui était très bon à l'école. Que c'était un peu compliqué de se faire la place chez lui, dans le quartier, avec ses parents, ses frères et sœurs.
et même ses 3 premiers films, puisque c'est plus ou moins, on rappelle qu'il a pseudo-réalisé Bonjour Sourire, qui est un film avec Louis de Funès, qu'il a réfuté et a raison, je trouve, après, par rapport à tous les soucis, c'est surtout Classe Touriste, qui est le premier rôle de Belmondo, parce qu'on a tendance à l'oublier, que d'une certaine manière, c'est Claude Sautet qui a révélé Belmondo et pas Godard, quelques semaines, mois après. Et Lino Ventura, plus derrière l'arme à gauche, là aussi, qui a eu beaucoup de soucis. Claude Sautet, il a eu du mal à venir sur la réalisation à l'époque, parce qu'on lui a un peu forcé la main en lui disant oui, tu as du potentiel, et lui a eu du mal à y croire, et il y a vraiment les choses de la vie qui a un peu enclenché derrière, et c'était aussi le besoin de rencontre, de s'appuyer, et c'est presque à se demander, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais est-ce que Sautet, c'est pas juste un banal scénariste qui aurait pas dû prendre la caméra? Est-ce qu'on peut résumer finalement Claude Sautet uniquement à son travail de scénariste, ce qui est souvent une critique qui lui est faite? Je trouve que c'est une critique qui est un petit peu infondée, parce que Claude Sautet ne s'est jamais caché d'avoir eu besoin de co-scénaristes ou de co-auteurs avec lui pour faire ses scénarios, en fait, ces deux collaborations. Tu fais pas des films de cette manière, tu filmes pas les gens de cette manière, tu choisis pas tes acteurs de cette manière si t'es pas un metteur en scène, quoi. Si le cinéma n'est pas un moyen pour toi de t'exprimer. Et d'ailleurs, on le voit, je conseille à tout le monde d'aller voir sur YouTube cette vidéo de la conférence de presse à Cannes pour les choses de la vie, où lui, on sent le peu d'interviews qu'il y a de lui sur Internet, il a du mal à parler de ses films, quoi. Il a du mal à parler de lui, il a du mal à parler de ce qu'il fait, du mal à parler de ses films, et il se braque, etc. Donc je pense que vraiment, le cinéma était pour lui le médium d'expression. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au moment des choses de la vie, je sais pas si, je pense que toi tu connais l'histoire, mais que lui, il est dans une phase dans les années 60 de script doctor. Donc script doctor, c'est ceux qui accompagnent des jeunes auteurs, des jeunes scénaristes, des jeunes metteurs en scène dans l'écriture d'un scénario. Donc souvent tu fais 1 ou 2 versions de scénario, et ensuite ta boîte de prod, elle choisit avec toi des script docteurs pour améliorer ou de faire de ton traitement un scénario, bref. Et à un moment, comme lui il traînait un petit peu dans ce monde, Sautet, d'ailleurs je crois que c'est Truffaut qui l'appelait Docteur Sautet, et que lui était un mec de l'ombre qui arrangeait les scénarios des autres. Il avait déjà croisé Jean-Loup Dabadi, et c'est Jean-Loup Dabadi qui vient voir Sautet un jour et qui lui dit j'aimerais adapter le roman de Paul Guimard à Les choses de la vie. Je pense que toi tu en serais le bon metteur en scène. Et encore une fois, le cinéma c'est aussi des rencontres. Si à ce moment-là Dabadi propose à Sautet ce film-là, c'est pas un hasard non plus. D'ailleurs, tu parles de quelque chose qui est très intéressant, plus que des scénaristes. Le point commun qu'ont Jean-Loup Dabadi et Claude Néron, c'est que avant tout, ce sont des auteurs. Alors, encore plus, c'est valable pour Claude Néron, pas pour Dabadi, il me semble. Sautet a adapté des romans de Néron. Ouais. Puisque si je dis pas de bêtises, Vincent François, Paul et les autres est adapté d'un livre de Claude Néron dont le titre m'échappe malheureusement. C'est qu'il a la plupart de ses films finalement à partir des choses de la vie. Puisque je vais pas dire que c'est une autre carrière avant, mais presque, où il est sur du film policier, qui va le servir à construire sa personnalité de réalisateur, de metteur en scène, mais qui présage quasiment pas en fait des thématiques et de la mise en scène qui va suivre. Ils sont presque 2 films à part, qui sont demeurant Classe Touriste, qui est très très bon. C'est un des meilleurs films policiers des années 60 à mes yeux. Voilà, je vous le recommande parce qu'il est rarement cité. Je divague, mais je reviens là-dessus. C'est surtout qu'à partir de choses de la vie, il va faire beaucoup d'adaptations. En fait, il y a très peu de scénarios originaux, presque, chez Sautet. Et c'est une force. Pour moi, c'est une force, mais ça peut être aussi un désavantage. Ce manque d'originalité, combiné à sa mise en scène sobre, qui peut sembler vide pour les détracteurs, mais qui donne surtout en fait quelque chose, à mes yeux, je sais pas ce que t'en penses, mais quelque chose un peu de différent. On sent une vraie influence littéraire dans le cinéma de Sautet, au-delà du scénario, je trouve. Je pense, et je pense que beaucoup seront d'accord avec nous, une adaptation, je pense que c'est encore plus dur que d'écrire un scénario original, en fait. Tous les plus grands, d'ailleurs, metteurs en scène de l'histoire du cinéma sont des metteurs en scène qui ont su adapter les scénarios. Je pense à Kubrick, là, je pense à Sautet, je pense même à Rapneau.
Rapno, par exemple avec Cyrano, mais je sais pas pourquoi je pense à ce film-là que j'adore. Adapter, c'est super dur, et parfois plus dur que même d'écrire un scénario et une histoire originale. Après, forcément, écrire un scénario à partir d'une œuvre littéraire, c'est aussi la volonté de traduire cette œuvre littéraire en images. Et donc, même si, tu vois, même les dialogues de Dabadi dans Les choses de la vie, parce que c'est lui qui les écrit, je pense aux dialogues, la conversation au restaurant où ils s'engueulent, ou dans leur chambre, quand Romy Schneider, la fameuse scène où elle écrit à la machine à écrire, ou même dans la voiture, quand il fait nuit. C'est des dialogues qui sont des dialogues de livres, en réalité. C'est des longs dialogues où les deux répondent. Enfin, souvent des très longs dialogues et écrits minutieusement par Jean-Luc Dabadi. Et effectivement, il y a un truc très littéraire, surtout dans les... Enfin, c'est pas propre à tous les films d'ailleurs de Sautet. Je trouve que c'est le cas dans Les choses de la vie et peut-être dans ses derniers films. Mais par exemple, je trouve qu'un film comme Max et les Ferrailleurs, qui est d'ailleurs un peu un film à part, ça fait pas non plus très littéraire comme mise en scène. César et Rosalie, si on veut aussi, ça fait très romanesque en fait. Il y a pas mal de ces films qui font assez romanesque. C'est quelque chose, c'est une sonate, c'est une symphonie presque. Je me permets ce glissement là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'origines littéraires. On met Max et les Ferrailleurs à part, qui est un film un peu à part. On sera d'accord là-dessus en termes de mise en scène, en termes de thématique. Car finalement, comme point commun, juste l'équipe. Et on a parlé d'Abadi, on a parlé de Néron. Il faut qu'on parle d'une autre personne qui compte beaucoup. Quelque chose qui va de plus en plus s'affirmer les décennies durant, je trouve. C'est le travail de Sard à la musique. Parce que le cinéma de Sautet est aussi un cinéma qui est très musical finalement. Surtout sur les dernières années. Totalement. Et même, je pense que c'est le cas dès le début. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est que moi, je suis un très très grand fan de Philippe Sard pour le coup. J'ai vu pas mal d'interviews de lui, même si c'est un personnage très particulier. Philippe Sard, il dit que Sautet voyait dans la musique et demandait à Sard, et moi j'ai cette conception-là aussi du rapport compositeur-réal, Sautet a demandé à Sard d'exprimer dans sa musique l'arrière-pensée, enfin en tout cas ce que l'image ne pouvait pas dire, et ce que les dialogues ne pouvaient pas dire. Sachant que il y a beaucoup de plans du cinéma de Sautet où il n'y a pas de paroles, où il y a des... Et même s'il y a de l'action, il y a pas... Ça peut rester assez contemplatif, assez lent, surtout dans ces films de la fin. Et au final, la mise en scène est assez musicale pour que la musique de Sard s'adapte parfaitement dessus. Et en fait, quand on parle de Sautet, on peut pas ne pas parler de Sard parce que l'un va avec l'autre, quoi. Pour glisser un peu, peut-être un peu en résumé de cette première partie où on parle du lien qu'il a avec des personnes qui vont beaucoup influencer, c'est un reproche que j'ai déjà eu aussi moi sur le cinéma de Sautet, c'est que c'est un cinéma qui est un peu statique, qui est vieillissant, à savoir, on a souvent reproché à Claude Sautet de faire le même film, d'avoir fait pendant 30 ans le même film, Des choses de la vie, Anonyme, Monsieur Arnaud, un peu le même film. Je voulais avoir ton point de vue là-dessus, sur ce côté statique. Est-ce que Sautet, ça a été uniquement le photographe d'un temps, du début des années 70, ou justement, d'un point de vue sociétal, il a réussi à évoluer un peu au cours de son cinéma pour proposer autre chose? C'est vrai que, bon, après, c'est ça que j'apprécie aussi dans ce cinéaste-là, c'est qu'il aborde de fond en comble une génération, une certaine période de la France, une certaine classe sociale également, et il la travaille avec des intrigues différentes, avec des comédiens différents, mais pas tant que ça non plus. C'est-à-dire que c'est des comédiens qui sont souvent les mêmes, qui se répètent souvent, et comme c'était très justement dit dans le chat, c'est souvent, je pense, il choisit ses comédiens aussi par leur ressemblance avec ce qu'il est. Moi, honnêtement, j'ai jamais vu un film de Sautet qui formellement se ressemble. Je sais pas ce que tu en penses aussi, pardon, mais... Ah oui, non, mais moi, c'est une aberration de dire que chaque film de Sautet se ressemble. En plus, il fallait trouver des choses pour critiquer son cinéma, mais quelqu'un de honnête intellectuellement, il voit les films un par un, même dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pas un souci. Il n'y a pas un film qui aborde la même thématique, il n'y a pas un film qui aborde la même névrose, il n'y a pas un film qui aborde les mêmes problèmes. Même si, et ça c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça aborde
des problématiques réelles de couple, d'amis, de choses du quotidien, quoi. Et donc lui, c'est ça qui l'intéresse, c'est les problèmes du quotidien. Les trios amoureux, les trios familiaux, les amis, l'amitié qui se perd, l'amour, la passion. En fait, lui, il a travaillé autour de ça pendant tous ses films, et il y a que ça qui l'intéressait. Mais en tout cas, il arrivait toujours à aborder des intrigues différentes et des facettes et des personnalités différentes. Moi, je trouve que c'est une aberration, comme tu le dis, de dire que tout se ressent chez lui, mais c'est souvent des gens qui n'ont pas vu ces films, quoi. Puis il arrivait toujours à se renouveler. Enfin, tu vois, il y a quand même plusieurs phases chez lui. Enfin, il n'y a pas un film identique. Et même la fin, les 4-5 films avec lesquels il termine, il prend même toute une nouvelle génération d'acteurs. Enfin, une nouvelle génération, il prend notamment Béard et Auteuil. Enfin, il s'est quand même renouvelé tout en restant dans son style et dans ce qui l'intéressait, quoi. Ça veut dire l'analyse, creuser les disputes, les méandres, les péripéties du quotidien, quoi. Et effectivement, c'est une aberration de dire que tous ces films se ressemblent, c'est n'importe. Il y a aussi un truc, et on met le doigt dessus, et on va finir par en parler parce que le chat en parle. Claude Sautet, c'est évidemment beaucoup d'acteurs et d'actrices marquantes. Tu as parlé d'Auteuil et de Béard sur les dernières années. Évidemment, il faut citer Michel Piccoli, acteur fétiche. Romy Schneider, et on me le rappelle dans le chat, il y a actuellement une rétrospective Romy Schneider à la Cinémathèque. Il y a dans la carrière de Sautet une place qui est unique chez les acteurs, avec une forme d'acmé pour moi, Michel Serrault dans ce dernier film qui joue Monsieur Arnaud, et c'est d'ailleurs un rapprochement qu'on a fait, c'est que dire que Monsieur Arnaud et Michel Serrault dans ce film, c'est Claude Sautet. On sent un vrai amour des acteurs, moi je trouve, dans le cinéma de Claude Sautet, avec pourtant des très belles performances, mais qui sont, excepté peut-être Yves Montand, je trouve, dans ses rôles, qui sont plutôt des performances quand même relativement à l'économie, d'une certaine manière. On n'est pas sur un cinéma qui est faste dans l'émotion. Les rôles d'Yves Montand là-dessus, mais parce que Yves Montand, parce que le caractère d'Yves Montand et tout, il l'explique très bien dans son livre d'ailleurs. C'est un rôle à l'économie. Comment toi t'arrives à expliquer que des tels acteurs, toi qui travailles dans le milieu du cinéma, arrivent à aussi bien s'exprimer là-dessus, sur la relation, quel lien entre Sautet et les acteurs, et pourquoi c'est quasiment systématiquement une immense réussite? Il y a un truc qui t'as raison, c'était à noter, c'est que les acteurs en même temps sont très importants dans les films de Sautet. Il a toujours pris soigneusement le soin d'ailleurs de les choisir minutieusement dans chaque film, pour chaque rôle. D'ailleurs, il prenait souvent des acteurs très névrosés, comme ses personnages, comme les personnages de ses films, parce que c'est ça qui l'intéressait. Mais en même temps, c'est pas des films d'acteurs, ces films. C'est ça qui est assez étonnant. Pourtant, il y a des figures, Piccoli, bon, c'est que des grands acteurs avec qui il a tourné. Puis, au-delà de grands acteurs, c'est des acteurs tourmentés, névrosés, bouleversants, quoi. Piccoli, Romy Schneider, Montand, Reggiani, Depardieu, je pense à Sami Frey, Léa Massari, etc. C'est que des acteurs ultra névrosés, même Patrick Devers d'ailleurs, super névrosés, mais en même temps qui ont su garder leur place de personnages du quotidien. C'est là qu'il est brillant, Claude Sautet, c'est qu'il arrivait à prendre des super acteurs, parce que à l'époque, Piccoli c'est une star, Romy Schneider c'est quand même une star, même si elle rebondit d'une période, elle revient du dur. Montand c'est une star, Reggiani c'est une star, Depardieu c'est une star, Devers c'est une star. Et en même temps, il arrive de manière subtile à diriger ces acteurs-là pour qu'ils puissent ressembler à n'importe quel homme ou femme du réel, quoi. Pour que ça puisse. Et c'est pour ça que ça nous touche. C'est que quand Devers joue, il joue un homme qui pourrait être nous, enfin plutôt nos pères ou nos oncles. Même Romy Schneider, ça pourrait être notre mère ou notre grand-mère. Il arrive, enfin, il a pas de star dans ses films, et c'est pour ça que c'est un très grand metteur en scène pour moi, c'est qu'il arrive à prendre des acteurs qui étaient quand même des gros acteurs. Et puis en plus, on sait qu'il était friand de vouloir prendre Depardieu, Deneuve, etc. Il y a plein de choses qui ne se sont pas faites. Mais en même temps, il arrivait à rendre les acteurs, à les faire redescendre, et je pense qu'il prenait beaucoup de plaisir à jouer pour lui. Par Sami Frey, je crois que c'est pas très bien passé. Mais en tout cas, à les faire jouer comme des personnes du réel, du quotidien. Ils n'étaient pas stars dans ces films, c'est pas des films d'acteurs. C'est ça, et c'est un metteur en scène qui choisissait très minutieusement ses acteurs et qui écrivait les rôles pour.
Et c'est une anecdote que Auteuil disait justement pour un de leurs rôles. Je sais plus si c'est Un cœur en hiver ou si c'est l'autre rôle. J'oublie le nom, qui disait qu'en fait Sautet lui avait proposé ce rôle et que lui n'y croyait pas, il ne pensait pas être capable de jouer, et que devant l'insistance, c'était pour quelques jours avec moi, voilà. Devant l'insistance de Sautet, il était là-dessus et c'était une révélation pour Auteuil, qui était un acteur de comédie à l'époque, parce qu'il était surtout connu pour les sous-doués. Et en fait, on doit presque la carrière dramatique d'Auteuil à Sautet, qui a cru dessus, et c'est cette manière, non pas forcément, on pourrait dire à contre-courant. C'était aussi une remarque qu'on aurait pu faire avec Romy Schneider, avec les rôles de Sautet ont beaucoup aidé Romy Schneider à sortir de l'image de la princesse Sissi, au-delà de leur grande amitié. On peut penser contre-courant, moi j'ai tendance à penser que c'est bien dans le courant, et que Sautet, et on va peut-être revenir sur un autre point, c'est pour moi ça a l'air en tout cas, c'est des films de grands perfectionnistes. C'est quelqu'un qui est un vrai amoureux du cinéma, de son cinéma. Et en fait, moi quand on fait le reproche à Sautet de cinéaste de l'économie, moi j'entends plutôt un cinéaste qui est intelligent, parce que c'est quelqu'un qui sait comment faire son cinéma, qui sait qu'il n'a pas besoin de trop en faire, mais qui doit bien le faire. Et c'est quelqu'un qui est plus intéressé par la qualité de ce qu'il fait que par la quantité de ce qu'il fait. On n'est pas sur un cinéaste qui fait des films forcément d'une longueur, il n'y a pas un Sautet qui fait plus de 3 heures, c'est pas quelqu'un qui est forcément quantitatif, c'est quelqu'un qui a été capable de travailler très vite, mais pas forcément en faisant beaucoup de quantité, mais c'est quelqu'un qui cherchait à maximiser tous les points visuels, sonores, d'écriture, de jeu. C'était un cinéaste qui était vraiment passionné. Je sais pas ce que tu en penses, ce côté un peu cinéaste perfectionniste. Je pense que c'était un grand perfectionniste et parfois même un peu autiste sur certains aspects de son travail au sens noble du terme. Tu vois, j'ai une anecdote par exemple de Les choses de la vie. Il avait une version de montage qu'il a pas arrêté de bouleverser pendant des mois, quoi. Et c'est d'ailleurs sa rencontre avec Philippe Sard qui voit le montage. Après, est-ce que c'est vrai? C'est Philippe Sard qui raconte ça. Mais que tu vois cette scène de l'accident, il savait pas s'il fallait la mettre au début, à la fin, au milieu, là, et puis il y a Philippe Sard qui lui dit mais non, en fait, il faut la couper en morceaux et la mettre tout au long du film. Puis il y a pas mal de films qu'il a repoussés parce qu'il avait peur de les sortir. Je pense que c'était un grand timide, un grand craintif, un mec qui avait pas du tout confiance en lui, et du coup qui était extrêmement perfectionniste pour se sécuriser. D'ailleurs, j'ai pas trouvé vraiment de sources objectives qui parlent de l'ambiance sur ses tournages, etc. Si ce n'est que y a quand même un film qui a failli être annulé et qui est parti en immense grève. C'est Mado, je crois, si je dis pas de bêtises, où il y a eu des énormes grèves. Enfin, les techniciens n'en pouvaient plus. Mais bon, après, ce qu'on trouve aussi, c'est que Romy Schneider adorait tourner avec Sautet. Enfin, on sait jamais tant qu'on n'y était pas. Mais je pense que ça devait pas être un metteur en scène facile, quoi. Je pense que ça devait pas être un metteur en scène. Pour Mado, si mes souvenirs sont bons, c'était une période un peu de grève et ils avaient dû tourner cette scène à la fin du film où ils s'enlisent avec la voiture dans la boue. Ils devaient être sur les bornes de la Marne, il me semble. Et ça a été un enfer à tourner, la scène, elle a pris plusieurs jours, il y en a des membres du tournage qui sont tombés malades et tout, et il me semble que c'est à cause de ça qu'il y a eu une grève sur le tournage. Sautet était réputé comme un cinéaste relativement dur sur le plateau, pas forcément méchant. Je pense par exemple à quelqu'un comme Moki qui avait pas forcément une très bonne réputation. On a des vidéos qui tournent, c'était pas dans ce sens-là, c'est qu'il transmettait cette exigence à tout le monde. Telle exigence, et tu parlais du montage, et c'est une anecdote. Sautet disait qu'il retouchait les montages de ses films à chaque diffusion télévisuelle. Ah ouais, tu vois, ça m'étonne pas. Je connaissais pas ça. C'est-à-dire que lorsque vous voyez à l'époque un Sautet en salle, que vous le revoyez quelques mois après à la télévision, que vous le revoyez 10-15 ans après parce que une chaîne de télévision a décidé de repasser du Sautet, il se peut qu'il recoupait, il rajoutait 1 ou 2 secondes sur un plan, il remodifiait une scène parce qu'il avait cette forme d'exigence envers lui-même. Après, cette exigence, ça l'amenait parfois à presque être un peu facile par moments. Il parle aussi, il y a beaucoup de motifs aussi dans le cinéma de Sautet. Par exemple, qu'est-ce que serait un film de Sautet sans une scène de pluie? Qu'est-ce que serait un film de Sautet sans une scène dans un café parisien où ils discutent et tout? C'est aussi un reproche qui a été fait à Sautet. Et quand on creuse un peu le cinéma de Sautet, on voit que ça peut sembler être un motif un peu répétitif, une base dans le livre rigole un peu et à chaque film dit à Sautet, mais là aussi vous avez mis de la pluie et tout. C'est un motif qui est récurrent et
Et Sautet rappelle que chaque motif, c'est avant tout pour transmettre des sentiments qu'il arrive, qui dans son intention fait différer. Ça peut être choisi comme une rupture, ça peut être choisi comme un portrait. Je sais pas s'il y a d'autres motifs, toi, qui t'ont vraiment marqué dans le cinéma de Sautet. Moi, je t'ai donné les deux qui m'ont plus marqué. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Et comment toi, tu vois ce motif, c'est un peu ses obsessions presque, d'une certaine manière, de Sautet là-dessus. Comment toi, tu le vois dans son cinéma? Bah, moi, c'est vrai que ça va être encore un peu plus généraliste, mais tu parlais de certaines scènes. Lui, les scènes de nuit où il pleut, ça le fascine. Les scènes de voiture, les scènes de repas, les scènes où les gens fument. Il y a beaucoup de scènes où les gens sont autour d'une table. En fait, je pense qu'au-delà de ça, ce qu'il aime, c'est filmer les gens dans leur quotidien. Parce que c'est vrai que, au final, dans les films, dans la plupart de ces films, il n'y a pas de très grandes intrigues, quoi. Même, moi, mon film préféré, Les choses de la vie, bon, il y a un accident, mais c'est une espèce de fil rouge parce qu'il faut bien que ça se termine comme ça. Mais sinon, c'est simplement un couple qui s'engueule, enfin, qui vit une crise, mais qui s'aime, qui sait plus se le dire. Et il y a une autre femme à côté, il y a du désir ailleurs, etc. Tous ces films, quasiment, partent d'intrigues pas si importantes que ça. Mais en fait, ces intrigues sont des justifications pour aborder le quotidien et les péripéties du quotidien des gens. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, et j'espère pouvoir continuer dans ce sens-là, parce que c'est vraiment ça qui me fascine. Et c'est ça que j'aime chez Sautet, c'est que lui, son motif principal et c'est simplement les gens, en fait. C'est les problèmes du quotidien, les problèmes relationnels entre les gens, les problèmes de couple, les problèmes d'amitié, les problèmes de désir. Et c'est ce qu'il y a de plus beau, parce que ça nous parle à tous, et c'est pour ça que je pense qu'on est autant bouleversé par son cinéma. C'est un cinéma qui est bouleversant, et je trouve que tu résumes bien là-dessus. On est un peu passé de point en point, de point d'accroche au cinéma de Sautet, pour rappeler que c'est un cinéma bouleversant, c'est un cinéma du quotidien peut-être. Et c'est peut-être ça le vrai fil rouge en fait du cinéma de Claude Sautet, c'est que c'est un cinéma des gens, et c'est un cinéaste qui est profondément humain, qui a toujours été humain, parce que je reviens un peu sur Classe Touriste et L'Arme à Gauche, qui sont ses deux premiers films, et c'est une critique qui avait été faite là-dessus. C'est un cinéaste c'était une place d'humain, humaniste, qui était rare dans le cinéma à l'époque, dans le format policier, notamment toute l'introduction à 1000 ans de Classe Touriste. On peut dire que dans le film policier français, il y a eu un avant et un après ce passage-là. Claude Sautet en était très fier d'ailleurs. Et peut-être, je reviens là-dessus, c'est sur les influences de Claude Sautet, parce qu'on n'en parle pas, et c'est aussi quelque chose qui le distingue de beaucoup de cinéastes de sa génération, c'est que c'est un cinéaste qui était très très inspiré par le cinéma américain. Totalement. Il se revendique d'Altman, entre autres, je crois. Oui, pas de Lubitsch, de John Ford, etc. Raoul Walsh. Howard Hawks aussi, si je dis pas de bêtises, qu'il cite comme influence. Il le dit, et dès Classe Touriste, c'est très marqué en fait, et ça vient infuser un peu plus ensuite encore dans son cinéma. C'est que il s'est plus presque inspiré du cinéma américain que du cinéma français, et après ce qui a amené en fait des motifs, ou en tout cas une manière de voir les films qui était pas forcément très présente à l'époque en France, et qu'il a, je vais pas dire américanisé d'une certaine manière le cinéma français, parce que c'est presque un gros mot ça aujourd'hui, mais il a amené une autre sensibilité, une autre influence qui contribue, je pense aussi, je sais pas ce que t'en penses Pierre, au côté un peu unique du cinéma de Sautet de son époque. Ouais, ce qui est assez intéressant, c'est que, tout comme tu le disais, lui, ses influences, et lui, il disait toujours, je suis pas un grand cinéphile. Et ça, c'est super intéressant, parce que dire ça quand t'es un réalisateur de son époque, c'est assez, enfin c'est très culotté et assez osé, et en final très honnête. Même s'il disait, moi j'avais lu un truc où il disait, je suis très admiratif de Godard, de Chabrol, puis il était ami avec Truffaut. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que Truffaut avait une grande tendresse pour Sautet et pour son cinéma. On n'a pas forcément besoin d'être cinéphile pour pouvoir s'exprimer à travers le médium cinéma. Même si je disais aussi que
il aimait beaucoup Ozu, Mizoguchi, enfin qu'il aimait aussi Fritz Lang, Fellini et compagnie. Donc je pense qu'il avait quand même une certaine culture, mais ses références étaient complètement différentes de celles de Godard ou des autres réalisateurs de la nouvelle vague en fait. Donc peut-être que c'était un des seuls réalisateurs à l'époque qui n'était pas un grand cinéphile et qui faisait du cinéma avec ce qu'il trouvait intéressant dans le quotidien des gens, quoi. C'est certainement une des causes pour lesquelles il est resté à la marge, à la fois dans son cinéma et aussi dans l'industrie des autres réals de cette époque. On a bien magnifiquement parlé des influences de Sautet, mais peut-être quel héritage a laissé Claude Sautet, quelle influence là-dessus, parce que on l'a vu très critiqué à son époque. Moi, je pense quand même que cette américanisation de son cinéma, entre guillemets, fait aussi partie des raisons pour lesquelles il est critiqué. Est-ce que toi, tu as ressenti une influence après Claude Sautet qu'il a pu inspirer? Je sais que Tavernier disait que c'était grâce à Claude Sautet, grâce à Classe Tourisque et grâce à l'aide de Claude Sautet qu'il a pu lancer sa carrière de réalisateur. Si ça peut être considéré comme son influence, c'est déjà une immense influence et on le remercie avoir permis à Bertrand Tavernier de nous offrir ces films. Mais est-ce que tu vois peut-être pas plus large en termes d'influence? C'est vrai que ça serait une information qui serait super intéressante de savoir le nombre de personnes qui se revendiquent aujourd'hui, enfin en tout cas être influencées par Claude Sautet. Je pense qu'aujourd'hui c'est un réalisateur qui revient sur le devant de la scène et c'est super. Nous en étant actifs sur Twitter, on voit bien que beaucoup maintenant parlent des films quand ils ressortent. Il y a eu des rétros et puis les films ont été sur Netflix et compagnie, donc on en a beaucoup parlé. Puis il y a pas mal de cinéastes qui se sont exprimés là-dessus. Mais tu vois, là j'ai un exemple très concret, très récent. Dans le dernier épisode de Euphoria, la série Star, le réalisateur dont le nom m'échappe a mis la musique des choses de la vie, puis il a dit après que ce film-là c'était un de ses films préférés. Donc je pense que Claude Sautet c'est un réal qui a une influence un peu secrète chez de nombreux cinéastes français ou à travers le monde. Et je trouve que ça lui ressemble bien au final. Il aurait peut-être pas aimé c'est certainement pas le cinéaste le plus enseigné à la fac. C'est certainement pas le cinéaste le plus valorisé dans les discussions de cinéphiles parisiens, etc. Il a pas gagné de Palme d'Or. Enfin, il a quand même eu le prix de Lucas à Cannes. Mais je pense que c'est un cinéaste qui est finalement très revendiqué secrètement par tout le monde. Et qu'il le sera davantage. Je pense que c'est très beau qu'en fait, à titre posthume, il y a des jeunes comme nous et des plus jeunes qui puissent découvrir ces films sur Netflix ou ailleurs et qui soient bouleversés. Je pense que lui serait très heureux. Tu en parlais au début, tu fais partie des cinéastes influencés par Claude Sautet. Tu nous l'as avoué en exclu dans l'apéro ciné que tu étais influencé par Claude Sautet. Tu parlais du prix de Luc, il a aussi, si je dis pas de bêtises, un lion d'argent à la Mostra. Mais pour son dernier film, je crois, c'est pour Nelly ou c'est pour Un cœur en hiver? Il me semblait que c'était pour Un cœur en hiver. Il me semble aussi, peut-être que tu sais mieux que moi et tu en parlais avec Euphoria, il a presque été plus marqué par l'étranger que par la France dans ses influences. Est-ce qu'il n'a pas, en guise de vice-versa, en guise de retour de la médaille, pas plus marqué à l'étranger que chez nous? Et au passage, je profite que le lion d'argent, c'était pour Un cœur en hiver. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas d'informations. Faudrait demander aux metteurs en scène étrangers ce qu'ils en pensent. Toujours est-il que notamment Les choses de la vie et la musique de Philippe Sard, elle était encore mise en lumière au Festival Lumière l'année dernière et tout le monde la chantait. On entend régulièrement cette chanson qui est pour moi la plus belle de l'histoire du cinéma, peut-être mondial d'ailleurs, dont l'histoire est folle, hein. D'ailleurs on pourrait en parler, hein, de cette chanson de Philippe Sard. Je sais pas si on peut prendre 5 minutes pour en parler, mais c'est pour ça que le cinéma c'est tellement des rencontres. C'est qu'à ce moment-là, quand Sautet fait Les choses de la vie dans les années 70, il vient de faire face à 2 échecs commerciaux, alors que comme tu le disais, les films étaient bien plus intéressants qu'ils ont été critiqués à l'époque. Et il fait Les choses de la vie sans aucune confiance, avec pas beaucoup d'argent.
Et il passe des semaines au montage, il trouve pas de musicien. Je me demande même si, je crois que j'avais lu un truc comme ça, qu'il voulait prendre Georges Delerue à la base pour la musique. Et au final, le producteur lui a ramené, Philippe Sard, lui a parlé de Philippe Sard. Et Sautet, il y a cette scène-là qui raconte très bien Philippe Sard. Philippe Sard est tout seul chez lui, en pyjama un soir, et il y a Sautet qui vient sonner chez Philippe Sard qui était tout seul. Philippe Sard ouvre la porte. Il avait eu le scénario rapidement des choses de la vie avant. Sautet lui demande si Sard avait préparé quelque chose et composé quelque chose. Et Sard joue une dizaine de mesures du thème des choses de la vie. Et c'est comme ça que Sard intègre le monde de Sautet et réalise la musique des choses de la vie. Et ça, je trouve ça bouleversant, cette histoire. Mais comme quoi, c'est encore le cinéma, c'est que des rencontres, c'est que des moments de hasard ou de destin, ça on sait pas. Mais oui, et sur l'influence, tu parlais de Sautet à l'étranger, je sais pas. Honnêtement, je pense que il doit en avoir une certaine. J'ai pas l'information. Je sais pas si tu l'as, moi je l'ai pas. Moi j'ai pas l'information, mais je suppose. Et si c'est pas officiel, c'est secrètement parce que je pense que c'est quand même un auteur important qui en plus a mis en scène des acteurs qui étaient très importants et très connus. Donc je pense que les films ont beaucoup tourné tout de même. Il me semblait d'avoir lu une fois, alors ça va être très vague parce que j'ai des souvenirs lointains de cette anecdote, mais il me semblait c'était Max et les Ferrailleurs qui avait été projeté, il me semble, dans les années 90 à New York, qui avait complètement fait un carton là-bas au moment de sa sortie, qui s'avait lancé une sauté-mania à New York dans les clans cinéphiles, et que Claude Sautet avait été lui-même assez surpris de ça. Alors l'anecdote est à revérifier, elle est sous le couvert des modifications de ma mémoire. On commence à avoir fait le tour de Claude Sautet, à avoir brisé un peu cette carapace de ce cliché de film bourgeois, de film statique, qui a mal vieilli, qui est ancré dans un temps qui était déjà révolu à l'époque où le film sortait. Qui au final est un cinéaste qui est bien plus profond, bien plus diversifié, bien plus intéressant qu'il n'y paraît. C'est très sensible, quoi. Et ouais, un cinéma sensible, c'est un assez bon résumé. J'allais anticiper, habituellement pour terminer, je pose une question, mais le chat l'anticipe, donc en attendant d'autres questions, j'arrive. Quel est ton film préféré de Sautet qu'il a réalisé? Pourquoi? Le film que tu aimes le moins? Et pourquoi tu regardes les choses de la vie tous les mois, quasiment? Déjà, je réponds juste au chat parce que c'est super intéressant. C'est vrai que mes parents, par exemple, qui sont pas cinéphiles, ont vu tous les films de Sautet quasiment. Et c'est aussi symptomatique d'une époque où les grands films de cinéma étaient à la télé, et ça s'est perdu. Et ça, c'est assez symboliquement, c'est fort. C'est-à-dire que, plein de gens qui n'étaient pas cinéphiles, qui regardaient la télé comme beaucoup, parce qu'il y avait que ça à faire et c'était pas cher, c'était gratuit quasiment. Pouvaient voir les grands films de Sautet, les Truffaut, les Piala. Donc il y a beaucoup de non-cinéphiles qui ont vu ces films-là, et ça c'est formidable, et c'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi je regarde ce film? J'ai eu une rencontre avec ce film en plus que j'ai pas découvert au cinéma. J'aurais voulu avoir cette chance. D'ailleurs, j'ai loupé 2-3 fois en reprise à Paris ces dernières années, et je m'en suis voulu. J'ai vu ce film et c'est un des seuls films qui m'a fait pleurer, mais réellement pleurer. Il y a une rencontre avec ce film qui est inexplicable. Il y a plein de choses qui m'ont fait penser à ma vie personnelle. Il y a une telle mélancolie, et c'est ça, on a oublié de le dire, mais Claude Sautet, c'est le réalisateur de la mélancolie. En fait. C'est toute son histoire personnelle et son œuvre. Ce n'est qu'une longue balade mélancolique à travers des personnages et la vie quotidienne de ceux-là. Sautet, c'est le réalisateur mélancolique par excellence. Et c'est un peu con de dire ça, et moi je me définis un petit peu comme mélancolique, comme on est beaucoup à l'aide d'ailleurs. Mais il y a ce film-là qui est un espèce de film extrêmement simple, et en même temps, moi c'est cette scène de fin quand Romy elle sort elle découvre la lettre, elle sort de l'hôpital, elle va à l'hôpital et elle découvre qu'il est mort dans l'accident, elle sort de l'hôpital et il y a la musique de Sard qui s'active. Moi ça me
ça me tord le ventre et ça me fait pleurer, mais en même temps, c'est jamais des fins super tristes, Sautet. C'est toujours des fins mélancoliques. Ça veut dire que c'est un fataliste, Sautet. C'est pas un triste, c'est un fataliste, c'est un mélancolique, c'est un mec qui accepte que la vie est tragique. Je pense que c'est ce qu'on essaye tous un peu d'éviter quand on est jeune. On a surtout dans des périodes comme ça, post-Covid et tout, on essaye de faire en sorte d'oublier que la vie est tragique, qu'on finit par mourir, etc. Et qu'il y a plein de choses qui sont dures à vivre. Et lui, Sautet, c'est un mec qui aimait montrer aux gens que la vie, bah, elle est comme ça, elle est tragique, elle est triste souvent. Et parfois, il y a des petits moments de vie, de la vie quotidienne qui sont tellement précieux parce que une conversation au restaurant ou jouer aux cartes avec des copains ou boire des verres et fumer des clopes avec d'autres, ça nous sort du fatalisme de la vie et ça nous fait oublier quelques minutes que la vie est par définition tragique parce que on est mortel et que les autres aussi. Et donc ce film-là, Les choses de la vie, résume un peu tout ça. Puis en plus la musique est bouleversante. Puis moi j'ai été amoureux de Romy qui vient faire ce film-là alors qu'elle est dans un moment extrêmement compliqué. Et en plus par hasard, parce que si Romy arrive dans Les choses de la vie, c'est parce que Sautet, qui cherchait une actrice, va au studio de Boulogne pour un rendez-vous et il tombe sur Romy Schneider qui est en post-synchro du film La piscine qui est tourné avec Alain Delon, réalisé par Jacques Deray. Encore une fois, tout est destin et je trouve ça si beau qu'une femme aussi tourmentée et bouleversante que Romy Schneider se retrouve à jouer ce rôle-là dans Les choses de la vie et ensuite accompagner Sautet dans ses films mélancoliques parce que la vie de Romy Schneider c'est une tragédie à l'état pur. Enfin, c'est pas que de la chance, je pense que c'est aussi beaucoup de destin. Et donc oui, Les choses de la vie, je peux pas m'empêcher de le revoir régulièrement et je le montre et j'achète le bouquin d'ailleurs à tous les anniversaires des gens que j'aime, les bouquins de Paul Guimard. On pourrait difficilement mieux parler des choses de la vie. Il y avait une autre question dans le chat, peut-être, on va se faire l'avocat du diable. Et je t'interdis de répondre bonjour sourire, qui est la réponse évidente, mais quel est le Sautet que tu aimes le moins? Il y a peut-être Mado, qui est un film un petit peu à part. Moi, j'ai pas vu Garçon, donc je pourrais pas dire pour Garçon. Après, il y en a un que les gens ont beaucoup aimé, qui a eu un grand succès, c'est Vincent, François, Paul et les autres, et qui moi n'est pas Sautet préféré, alors que c'est un des plus grands succès commercial, je crois, de Sautet. Moi, un que j'aime énormément, c'est César et Rosalie, enfin même Max et les Ferrailleurs d'ailleurs. Mais César et Rosalie, je trouve que ça symbolise tellement le cinéma de Sautet, quoi, cette scène de fin où les deux qui se battent pour la même femme se retrouvent alliés et bienveillants entre eux. Fataliste. Enfin, je trouve ça bouleversant. Mais oui, peut-être. En fait, j'aime tout chez Sautet, mais ça dépend des jours, quoi. Ça me fait mal d'entendre ce que tu dis sur Vincent, François, Paul et les autres, qui est mon préféré avec César et Rosalie. Tu vois, ça m'étonne pas, parce que en fait, je pense que c'est aussi des rapports personnels qu'on a par rapport au moment où on les a vus. Vincent, François, Paul et les autres est surtout le premier que j'ai vu. Ah voilà, bah c'est pour ça. Je pense que c'est à ne pas négliger. C'est ma découverte de Sautet et c'est un coup de foudre cinématographique, comme on dit. César Rosalie m'a transporté. Peut-être Mado, moi aussi, auquel j'ai peut-être un peu plus de réticence. On va dire que je reste un peu plus lointain. Sachant que Sautet le cite régulièrement comme un des films qu'il a fait dont il est plus content. Voire un des films qu'il a fait qu'il a préféré faire en tout cas, qui est étonnant parce que j'ai l'impression qu'on a quand même plusieurs à trouver. Mado est peut-être un des plus faibles. Est-ce que c'est pas aussi parce que c'est celui qui a été le plus dégommé par la critique et que du coup, tu vois, par ego, il n'a pas revendiqué celui-ci comme pour lui le plus réussi, comme font beaucoup, je sais pas, c'était pas une autodéfense de sa part. Peut-être. En tout cas, moi j'avais l'impression devant Mado, je sais pas si tu as eu la même impression un peu surtout c'est le côté un peu fin de cycle. On sent que c'est la fin de l'ère Piccoli, Totalement. De la fin de son cycle des années 70 et qu'il a besoin de passer à autre chose. Totalement. C'est exactement... Mais tu vois que c'est finalement un film important pour pouvoir passer ensuite à une autre phase de sa carrière, et après avec une histoire simple qui fait pour
pour Romy et qui est un très beau film engagé. Et ensuite un mauvais film, moi, qui est un film que j'adore, on en parle peu aussi, avec Patrick Devers qui est formidable en fait. C'est encore un film totalement différent, ça me bouleverse énormément, la scène de fin aussi d'un mauvais fils, le pardon, enfin en fait il traite des questions que n'importe quelle famille, n'importe quelle personne au sein d'une famille ou d'un groupe d'amis se questionnera et devra faire face dans sa vie. Donc, c'est pour ça que j'avais entendu quelqu'un qui avait comparé Vincent François Paul et les autres avec les petits mouchoirs. En fait, c'est un peu l'antithèse, le cinéma de Sautet, c'est un peu l'antithèse de ce que peut faire beaucoup plus grossièrement Guillaume Canet, quoi. C'est que lui, Sautet, il était dans le subtil et pas du tout dans le grossier, quoi. Je voulais pas mettre un scud à Guillaume Canet, mais j'ai entendu ça il y a pas longtemps. C'est ne pas avoir compris à minima l'un des deux films que de les rapprocher. Exactement. Oui, voilà, exactement. À part le fait que ça soit une bande de copains, c'est presque différent. D'ailleurs, Vincent François Paul et les autres est pour quelqu'un de fataliste, presque pessimiste. Vincent François Paul et les autres est une version apparemment beaucoup plus gentille que le livre de Claude Néron que je n'ai pas lu, je le confesse. Voilà, d'avoir fait un peu le tour, même si je tiens quand même à préciser, on a été un peu méchant envers Mado, à l'exception de Bonjour Sourire, encore une fois, il n'y a pas de mauvais film, il y a au pire des cas, il y a L'arme à gauche aussi, moi j'ai un peu de mal aussi avec, mais qui sont, pire des cas, ce sont des films qui sont moyens plus, on va dire. Il y a pas, ça n'existe pas, entre guillemets, un mauvais film où Sauter avait les mains libres. Je te propose de passer, pour conclure un peu, si tu as une reco cinématographique, quelque chose en lien avec le cinéma à nous conseiller, peut-être comme on a une petite tradition à la fin de l'émission. Je pense que même avec Sautet, je pense que au-delà d'une recommandation, je pense que c'est un auteur qu'il est important de partager aux autres. Je pense que nous qui aimons beaucoup le personnage et l'auteur, le metteur en scène, on est tous des fervents défenseurs et transmetteurs de son œuvre. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens de découvrir son cinéma. Il y en a encore trop peu. Et oui, il y a un documentaire qui est sur Arte aussi en ce moment sur Claude Sautet d'ailleurs. Claude Sautet, le calme et la dissonance, qui est pas parfait mais qui est intéressant, qui est en libre accès sur arte.tv. Donc je vous encourage à aller voir. Ça permet de voir, il y a des images d'archives qui sont parfois assez dures d'ailleurs, mais qui sont assez intéressantes. Et j'avoue que je l'ai pas vu, donc je vais m'en précipiter très très vite pour compléter ça. Et d'ailleurs, il y a un truc, je sais pas, j'ai découvert ça tout à l'heure, sur la tombe de Sautet, il y a indiqué « Garder le calme devant la dissonance ». Et je trouve ça extrêmement pertinent pour résumer le personnage et son œuvre. Mais oui, il est disponible, allez voir gratuitement sur Arte, c'est intéressant de découvrir davantage sur le personnage. Puis de toute façon, si vous nous écoutez en replay, tous les liens des livres, des docus, des films et tout, vous aurez tout dans la description, évidemment pour vous précipiter si vous réécoutez ça à côté. Il me reste, en guise de conclusion, à te remercier, Pierre, d'être venu ce soir. Je rappelle qu'on peut voir très prochainement à Paris et à Rennes ton documentaire Terence Lewis Indiatman, et qu'on pourra te retrouver à Montreuil en juin à l'occasion du festival 7ème Lune. C'est que tu peux repréciser les dates pour que tout le monde puisse le noter dans son agenda. Ce sera du 23 au 26 juin au cinéma Le Méliès à Montreuil. Merci à toi, c'était un plaisir aussi de me replonger dans mes notes de Sautet, et puis ça m'a donné envie d'en revoir 2 ou 3. Donc je pense que mes prochaines semaines vont s'articuler autour de revoir quelques petits Sautets et aussi bouquiner autour de son œuvre. Merci à tous d'être venus là pour écouter l'émission. C'était un vrai plaisir. On se retrouve dans quelques jours avec Gorka pour revenir un peu sur l'histoire folle, non pas d'un réalisateur mais d'un studio, puisqu'on parlera des studios Pixar et de leur héritage dans quelques jours. Et il me reste à vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne semaine, qu'on espère plein de cinéma de Claude Sautet. Puis à très vite pour un nouvel apéro ciné. Salut tout le monde!